Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de première spécialité physique-chimie consacré à la pression. Pour introduire cette vidéo, nous allons voir un petit film. On voit une personne utiliser un cric hydraulique. On constate que grâce à cet outil, il réussit à soulever aisément, donc sans trop forcer, sa voiture. Comment un cric hydraulique permet-il de soulever aisément une voiture? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est la pression. Ensuite, nous verrons les effets du champ de pesanteur sur celle-ci, puis les effets d'une force extérieure. Qu'est-ce que la pression? Nous allons d'abord la définir à l'échelle microscopique. Et nous allons voir que, à l'échelle microscopique, on peut l'interpréter comme la résultante des chocs de molécules sur une paroi. Pour ça, nous allons voir une animation. Voici l'animation qui va nous permettre de simuler ce qui se passe à l'intérieur d'un gaz et donc interpréter ce qu'est à l'échelle microscopique la pression. Pour nous, la pression va être représentée ici par le nombre de chocs que vont réaliser les particules sur ici la paroi de droite. Donc en ce moment, vous voyez que les molécules sont peu nombreuses, elles n'ont pas une grande vitesse de déplacement et donc il n'y a, vous voyez, aucun choc. Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter ce nombre de chocs et donc par conséquent la pression du gaz? La première opération, je peux augmenter la température. Donc vous vous rappelez que la température est une image de l'agitation des molécules et plus précisément c'est proportionnel à l'énergie cinétique moyenne des molécules. Donc là vous voyez maintenant les particules vont pouvoir percuter ici la paroi, donc j'ai le nombre cumulé de chocs et le nombre moyen de chocs par seconde. Deuxième paramètre que je vais pouvoir faire varier, c'est le nombre de particules présentes dans le gaz. Donc si je l'augmente ici, donc vous voyez la conséquence, ce qui est logique, plus j'ai de particules, plus le nombre de chocs par seconde augmente et donc ma pression va augmenter. Troisième paramètre, c'est le volume. Donc vous voyez là à peu près je suis à 1,1 choc par seconde. Donc maintenant je diminue le volume. Donc qu'est-ce qui se passe? Les particules se déplacent à la même vitesse, mais la longueur de leur déplacement va diminuer et donc la probabilité qu'elles touchent la paroi de droite va augmenter et donc ma pression va augmenter. Donc, vous voyez là, le nombre de chocs moyens est en train d'augmenter. Donc ma pression augmente. En résumé, on peut dire que donc la pression est liée à ce nombre de chocs et ce nombre de chocs va être proportionnel à deux paramètres. Le premier, c'est l'énergie cinétique. Vous vous rappelez qu'il est lié à la température. Donc plus la température sera élevée, plus l'énergie cinétique d'une molécule sera élevée et donc plus la pression sera élevée. Et aussi, ça va être proportionnel à la densité moléculaire, c'est-à-dire au nombre de molécules, le grand N là, que divise le volume occupé par ces molécules. C'est-à-dire plus j'aurai de molécules au mètre cube, plus la pression sera élevée. Passons à l'échelle macroscopique. La pression à cette échelle-là peut être interprétée comme le rapport de la norme F de la force normale ou perpendiculaire, ces deux mots sont synonymes, sur la surface S sur laquelle elle s'exerce. Pour bien comprendre cette définition, observons l'image suivante. Donc on voit quoi? Une personne qui est en train d'appuyer sur la tige de la seringue ici, dans laquelle est enfermé de l'air, et ici donc c'est relié à un manomètre. Donc on voit la pression qui règne dans l'air, et donc on peut dire que cette pression résulte de l'action de la personne, donc qui exerce ici une force F, sur la surface qui va communiquer cette force à notre gaz. Donc ainsi la pression peut être définie par le rapport de la norme de la force exercée par la personne divisée par la surface sur laquelle cette pression va se répartir pour s'exercer sur le gaz. F va s'exprimer en newton, S en mètre carré et P par déduction sera en newton par mètre carré, dit autrement le pascal. Un pascal égale 1 newton par mètre carré. L'autre unité qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est le bar. Pourquoi? Parce que le bar, c'est en moyenne la pression atmosphérique qui règne autour de nous. Donc c'est plus facile d'exprimer la pression dans cette unité-là qui nous est plus parlante. Pour bien comprendre la définition de la pression à l'échelle macroscopique, nous allons imaginer une expérience où on dispose de deux seringues, une petite seringue d'un volume de 5 ml et une grosse seringue d'un volume de 100 ml, dans lesquelles on a enfermé de l'air. Et donc sur ces deux seringues, donc les embouts, vous voyez, sont fermés par des manomètres qui vont permettre de mesurer la pression qui règne dans l'air enfermé. Sur les pistons des deux seringues, on va exercer la même force, qu'on notera grand F. Vous voyez sur les deux manomètres, donc dans la première situation où il y a la petite seringue, on lit une pression d'environ de 3 bars, tandis que dans la première, on lit une pression de 1,2 bar. Alors pourquoi les pressions sont-elles différentes? En fait, c'est dû que les surfaces sur lesquelles la force est appliquée au niveau du gaz sont différentes. La première seringue a une petite surface qu'on notera S1 et la deuxième seringue a une grande surface. Donc
la pression c'est défini comme le rapport de F sur S, comme S1 est plus petit que S2, donc forcément la pression P1 sera supérieure à P2 puisque je divise par S, donc plus la surface est petite, plus la pression sera élevée. Comment varie la pression dans un fluide soumis uniquement au champ de pesanteur terrestre? Pour illustrer cette question, je vais prendre deux situations. Premièrement, imaginons que vous êtes en train de faire de la plongée dans l'eau. Et lorsqu'on fait de la plongée, on constate que plus on s'enfonce dans l'eau, plus la pression augmente. Deuxième situation, maintenant, je vais imaginer que je suis en train de monter au sommet d'une montagne, donc je m'élève dans l'air, et là, certaines personnes ne supportent justement pas ce phénomène-là, et ils ont ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que plus je m'élève en altitude, plus la pression diminue. On vient de voir que lorsque l'on s'enfonce dans un fluide, la pression augmente. Mais quelle est l'origine de cette variation de pression? Alors pour le comprendre, on va imaginer ici un fluide avec deux points, 1 et 2, ayant chacun une pression, P1 et P2. L'origine de cette variation de pression, en fait, c'est dû à la présence du champ de pesanteur terrestre. Pourquoi? Parce que le fluide, là, mine de rien, il est soumis à son poids. Mais malgré ça, il est en équilibre. Donc en fait, il va apparaître une force dite de pression qui va annuler justement le poids du fluide. Et cette force de pression va dépendre donc de cette différence de pression entre les deux points. Et donc, pour annuler le poids qui est vertical descendant, il faut que la force de pression soit verticale ascendante. Donc ça implique que la pression P1 doit être plus grande que la pression P2. D'où le principe que plus je m'enfonce dans un fluide, plus la pression augmente. Quels vont être les paramètres qui vont influencer justement cette différence de pression? Alors le premier paramètre, c'est justement cette différence d'altitude ou la hauteur qu'on notera H, Z2 moins Z1. Donc pour ça, on va être obligé de repérer les altitudes des points que l'on va étudier. Et pour ça, on aura besoin d'un repère, donc vertical ascendant, qu'on notera Z. Ce qui veut dire que la différence de pression va apparaître uniquement sur des points qui ne sont pas situés à la même altitude. Donc si j'ai deux points à la même altitude, en fait leur pression sera identique. Plus cette différence d'altitude, donc la hauteur sera grande, plus la différence de pression sera grande. Deuxième paramètre, c'est la masse volumique. Comme on vient de le voir, cette différence de pression est due au fait que le fluide est soumis à son poids. Donc plus le fluide aura une masse volumique importante, plus cette différence de pression sera importante. Et troisième paramètre, c'est donc le champ de pesanteur terrestre, c'est-à-dire que ici, donc sur Terre, si on fait l'expérience, le G sera une constante, mais imaginons que l'on aille sur la Lune ou sur Mars, donc si G varie, eh bien, cette différence de pression va varier aussi, donc plus G sera important, plus la différence de pression sera importante. À présent, nous allons exprimer justement cette différence de pression en fonction des différents paramètres que l'on vient de voir. Et commençons par les liquides. Donc je fais apparaître ici, imaginons que c'est un verre d'eau qui contient donc de l'eau, et donc on note deux points, les points M1 et M2, chacun à la pression P1, P2, et on repère leur altitude par rapport au fond du verre, où là il y aura une altitude de 0, et plus on monte, plus l'altitude augmente. Je vous fais apparaître ici ce qu'on va appeler la hauteur, donc la différence d'altitude, et pour ne pas s'embrouiller avec les signes, on notera toujours cette hauteur positive. Je vous fais apparaître ici la relation que vous devez apprendre, et qui est très simple, qui dit que la différence de pression, notez toujours positivement, donc quand vous l'écrivez, faites en sorte que cette différence soit positive, c'est-à-dire que le point 2, par exemple ici, va toujours se trouver plus profond que le point 1, de manière à ce que P2 moins P1 soit positif, et c'est égal à ρ GH, avec H, comme vous venez de le voir, qu'on va toujours noter de manière positive, donc tout est positif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'enfonce dans un liquide, plus la pression augmente. Maintenant, si on s'occupe des gaz, alors les gaz, ça va être encore plus simple. On va considérer justement que leur pression est constante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la masse volumique d'un gaz est beaucoup plus petite que celle d'un liquide, environ 1000 fois plus petite. Donc si je vous prends un exemple concret, si vous regardez la pression de l'air dans la pièce que vous êtes en ce moment, donc au niveau du sol, on va avoir une certaine pression qui sera exactement la même sous le plafond. Pourquoi? Parce que la différence de hauteur qui est entre 2 et 3 mètres n'est pas assez grande pour pouvoir observer des différences de pression significatives. Donc c'est uniquement dans l'air atmosphérique que les différences d'altitude, donc les hauteurs vont être suffisamment grandes pour observer des différences de pression. Sinon, dans un gaz de la vie de tous les jours, on considérera que la pression est constante. Que se passe-t-il lorsqu'on exerce une force sur la matière? Donc on va passer en revue les trois états de la matière, donc solide, liquide et gaz. Commençons par les solides. Je vais prendre l'expérience suivante. Imaginons que j'ai deux solides de formes différentes sur lesquelles on va exercer une même force. En fait, cette force va être entièrement propagée, conduite par le solide. Pourquoi? Parce que les solides, en fait, sont indéformables. Donc la force que j'exerce à une extrémité va être entièrement récupérée à l'autre extrémité. Par contre, la pression va varier. Je vous rappelle la formule, c'est P égale F sur S. Donc si j'ai une petite surface, j'aurai une grande pression.
Et si j'ai une grande surface, j'aurai une petite force. Par exemple, dans cette situation-là, vous voyez que la pression sera plus petite ici que ce qu'elle était là. Donc retenez que les solides transmettent les forces. Maintenant, passons au liquide. Imaginons qu'on ait un verre d'eau qui contient de l'eau et on va exercer une force F1 à la surface supérieure de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Contrairement aux solides, les liquides, eux, sont déformables. Donc ils ne vont pas transmettre les forces, mais la pression. Ainsi, la pression, si l'on néglige la différence de hauteur entre le haut du verre et le bas du verre, va être intégralement transmise dans le liquide. Ainsi, je vais pouvoir calculer la pression générée par cette force F1 en faisant le rapport F1 sur S1. Et donc, étant donné qu'il y a une section légèrement différente S2 au fond, là, la pression, donc c'est la même. Par contre, la force F2 va être différente due à cette différence de section. Donc, la force F2, c'est la pression fois S2. Et comme S2 est légèrement inférieur à S1, j'aurai une force F2 légèrement inférieure à F1. Donc la force varie en fonction de la section du liquide. Ce qu'il faut retenir, c'est que les liquides, contrairement aux solides, eux, transmettent la pression. Pour finir, passons au gaz. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exerce une force F sur un gaz? Donc le gaz ici, c'est l'air qui va être emprisonné entre le piston et le manomètre qui est là. La personne va exercer ici une force F et donc va générer une pression qui sera égale au rapport de F sur S. Tout d'abord, contrairement aux solides, les gaz sont déformables, donc les forces ne vont pas pouvoir être transmises par les gaz. Et contrairement aux liquides, les gaz sont compressibles, donc la pression ne va pas pouvoir être transmise par les gaz. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exerce une force sur un gaz? En fait, celui-ci va se comprimer, son volume va diminuer, et donc ainsi, ni les forces ni les pressions ne vont être transmises. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, qui était la suivante: comment un cric hydraulique permet-il de soulever aisément une voiture? Donc, pour comprendre ce phénomène, je fais apparaître ici un schéma qui représente donc le principe d'un cric hydraulique. Vous avez ici un piston relativement petit et là un autre piston relativement plus grand. Ici, en fait, ce piston est relié au manche sur lequel la personne va exercer la force. Tandis que là, ce piston, c'est au-dessus que va être positionnée la voiture et donc le piston va soulever la voiture. Ce qui est en jaune ici, en fait, c'est un liquide, c'est de l'huile. Et là, vous avez deux clapets. Alors, la deuxième photo montre ce qui se passe lorsque la personne, justement, appuie sur le manche. Donc, vous avez le clapet là qui était ouvert, qui se ferme. Ainsi, en appuyant sur le manche, donc, le liquide ici va être déplacé et le deuxième clapet ici va s'ouvrir et le liquide va pouvoir se répandre ici. Je note P1 et P2, les deux pressions du liquide. Première question, que peut-on dire des pressions P1 et P2? En fait, comme on vient de le voir, les liquides transmettent les pressions. Donc on va retrouver la même pression entre P1 et P2. Par contre, au niveau des forces, donc je les fais apparaître ici, en fait F1 c'est la force que la personne va exercer sur le manche. Et F2 c'est la force qui va permettre ici au piston de soulever la voiture. Comme on l'a vu, les pressions au niveau macroscopique peuvent être exprimées avec le rapport de la force sur la surface. Donc j'ai cette égalité là, mais vous voyez que le cric il est fait de telle sorte que la section S1 soit plus petite que la section S2. Ainsi, si j'exprime F2, F2 sera égal à F1 fois le rapport de S2 sur S1. Donc si par exemple mon rapport S2 sur S1 est égal à 10, dit autrement la surface de ce piston est 10 fois plus grande que celle-ci, en fait je vais multiplier par 10 la force exercée par la personne. Donc si par exemple la personne exerce une force de 100 Newton, en fait la force qui permet de soulever la voiture sera de 1000 Newton. Ainsi le cric permet de démultiplier une force. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute